Et Oswald Sieg. Please take a seat. Yeah. Merci de nous rejoindre. Vous pouvez vous asseoir tout simplement les uns à côté des autres. Voilà Guy Standing. Benoît Hamon, là, voilà, ici. Benoît Hamon, ici. Et puis Oswald Sieg, s'il vous plaît, vous êtes le Suisse de l'étape. Voilà, parfaitement. Merci beaucoup. Tout d'abord, une première indication technique. On m'a indiqué qu'apparemment, certains d'entre vous n'avaient pas leur casque. Il y a effectivement une traduction simultanée. Donc, il y a des personnes qui vont tout simplement passer dans la salle pour vous donner des casques. On aura ce panel en anglais et en français. Chacun va parler sa langue ou presque, puisqu'il y a certains alémaniques et autrichiens qui parleront le français ou l'anglais. Alors, je vais tout d'abord vous présenter les invités, 5 invités ce soir. Christian Todd, je vous l'ai dit, il nous vient d'Autriche, c'est le réalisateur du film et il est par ailleurs économiste. À ses côtés, Evelyne Forget, elle nous vient du Canada. Elle a mené une expérience, ou plutôt elle s'est intéressée. Ça, c'est pour vous, Christian Todd. Evelyne Forget, vous êtes intéressée, on l'a vu dans le film, on vous a vu dans le film, hein, cette expérience qui a eu lieu dans le Manitoba. Vous aussi, vous êtes professeur d'économie, vous allez nous en parler. Guy Standing, vous venez d'Angleterre, Guy Standing de Manchester, vous nous avez dit tout à l'heure, mais vous connaissez aussi très bien la Suisse où vous résidez en partie, puisque vous avez travaillé au BIT, vous êtes professeur d'économie à Londres, et vous êtes un des théoriciens mondiaux, j'ai envie de dire, du revenu de base. Vous avez d'ailleurs amené vos livres aujourd'hui, et vous êtes un des fondateurs du Basic Income Earth Network. Merci de l'applaudir. Benoît Hamon, vous êtes un grand défenseur aussi du revenu de base inconditionnel. Peut-être que si vous ne l'aviez pas été, vous seriez aujourd'hui président de la République. Mais vous avez préféré quitter le Parti socialiste pour créer votre propre mouvement, Génération. Et puis enfin, un Suisse, avec nous, Oswald Sieg. Merci beaucoup d'être avec nous, Oswald Sieg. Pour les journalistes parlementaires, vous êtes quelqu'un qui avait servi, ou en tout cas qui avait côtoyé plusieurs conseillers fédéraux, 5 en tout cas. Vous avez été jusqu'en 2009, je crois, porte-parole du gouvernement, mais c'est pas pour ça qu'on vous a invité. On vous a invité parce que vous êtes un des initiateurs du revenu de base inconditionnel, universel, sur lequel on avait voté en Suisse, vous vous en souvenez très certainement. Près de 77% des Suisses avaient dit non. C'était en 2016. Alors voilà, je vous le disais, on sera ensemble 1h30 environ pour parler du revenu de base inconditionnel. Philippe Motta vous l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de contradiction, en tout cas sur scène. Moi, je le regrette, parce que moi, j'aime bien les débats quand il y a de la contradiction. Mais vous verrez, il y aura néanmoins du débat entre nos invités. Et puis, bien sûr, on vous passera la parole. Je vais commencer avec vous, Benoît Hamon. Je vais vous demander d'ailleurs aux uns et aux autres, ça va, la traduction, ça marche bien? Je ne parle pas trop vite, j'espère. Je vais vous demander aux uns et aux autres tout d'abord de réagir assez brièvement au film. Film très intéressant. C'est vrai que c'est assez intéressant de voir que dans le fond, cette idée de revenu de base, c'est pas vraiment une idée de droite ni de gauche. En tout cas, on a vu qu'il y avait des libertariens qui, eux aussi, étaient favorables au revenu de base. Benoît Hamon, est-ce que ça vous étonne de voir qu'il y a des gens de droite qui soutiennent aussi cette idée ? Bonjour d'abord, bonsoir, pardon. Bonsoir à tous, je suis très heureux de participer à cette discussion. D'abord, je voudrais dire que j'ai trouvé le film passionnant, que j'ai adoré, Le chauffeur de taxi. Et j'espère qu'il sera sénateur un jour et qu'il rejoindra Bernie Sanders, qu'on a vu à plusieurs reprises dans votre film. Je trouve que c'est un film remarquable et parce que je crois qu'il touche à toutes les questions essentielles qui expliquent à la fois pourquoi il faut un revenu universel et pourquoi il n'y a pas encore un revenu universel. Et ce film est assez remarquable pour cela et je voudrais revenir en tout cas moi sur
une question que vous traitez très bien dans ce film et qui est la question centrale à laquelle nous allons être confrontés maintenant que nous pensons tous qu'il faut un revenu universel, mais qu'il s'agit de trouver la bonne stratégie pour que le revenu universel soit mis en œuvre, peut-être d'abord en Namibie et ensuite partout ailleurs. C'est que fondamentalement, le revenu universel, en dissociant le revenu de l'emploi, en redonnant de l'autonomie aux individus et de la capacité à maîtriser leur vie, à négocier avec leur employeur, le revenu universel pose la question du pouvoir dans nos sociétés. Et en posant la question du pouvoir, assez spontanément, il suscite de la part de ceux qui détiennent le pouvoir une première réaction assez amusée au début. Quand on leur parle du revenu universel, ils en rigolent, en disant c'est assez farfelu, c'est utopique, etc., etc. Puis une seconde réaction quand l'idée commence à mûrir qui consiste à la juger dangereuse parce qu'elle remettra en cause le rapport au travail, parce qu'elle incitera à la paresse, parce que finalement elle déstabiliserait la société tout entière. Et on est à ce stade aujourd'hui, je crois, dans beaucoup de sociétés occidentales où, c'est une bonne nouvelle, nous sommes passés du moment où l'idée faisait rire, sourire, au moment où elle est jugée dangereuse, et il finira le moment où, troisième stade, où cette idée s'imposera comme une évidence, comme toutes les grandes idées nouvelles, elles font rire, elles font peur, puis elles s'imposent. Et je crois qu'il nous revient, nous, de transformer l'essai. Alors on en parlera sans doute ce soir, mais pour cela, je voulais vous dire vraiment que c'était... moi, j'ai trouvé ça remarquable, je ne savais pas ce que j'allais voir avant. Remarquable, notamment quand à la fin, vous bouclez sur... l'autre grande affaire, mais qui explique pourquoi il faut un revenu universel, c'est l'impact de la révolution numérique sur le travail, qui va profondément transformer notre rapport au travail et qui suppose donc qu'on réfléchisse à la manière dont on va vivre sans forcément dépendre seulement du travail. Alors c'est bien, vous avez déjà posé là un petit peu tous les enjeux, hein. L'enjeu du pouvoir, l'enjeu de l'utopie, l'enjeu de la technologie. Vous êtes un vrai politicien, Benoît Hamon, je vous en remercie. Christian Todt, qu'est-ce qui vous a convaincu de faire un film sur ce sujet, vous qui êtes économiste également, il y a beaucoup d'économistes aujourd'hui sur cette scène. Pourquoi vous avez eu cette idée? Yeah, so I'm a trained economist, and when I was searching for my graduation thesis topic in 2005 or something, I read an article on unconditional basic income. It was the first time when I really read this word, unconditional basic income, this term. And I read the article and it really struck me, like it reminded me of Star Trek. I'm a huge fan of Star Trek Next Generation, was back then, still am. And it reminded me of this utopian society where we eventually are going to head for, I think. I'm an optimist when it comes to that, where allocation of talent is the main driving force in an economy and in society, and where we have the complete decoupling from between work and income. And we work to better ourselves and the rest of society, as Captain Picard says. So it came quite natural for me. I always had this mindset, I guess, that it was that we are entitled to part of this this planet, the land of the planet, the resources of the planet, and that's actually my main point in defending basic income. That's why I chose to put Alaska right in the beginning of the movie. Guy Standing, vous, je le disais, vous êtes une des personnes probablement qui avait le plus réfléchi en fait à ce revenu de base. Comment vous réagissez à ce film? I also will speak in English, and I'm going to strike a slightly discordant note. I was a young radical student in the 1970s at Cambridge, and we were advocating and working on basic income back in the 70s. And then in early 1980s, a group of young philosophers, economists, sociologic people, architects, we formed BIEN, Basic Income European Network. And since 1986, every 2 years in a different capital, we've had an international congress. In 2002, we had it in Geneva, and in many other cities. We've had it in Paris. We've had it in various parts of the world.
And I was watching this film, and many of those people who were in that film I've met and argued with. And I felt very angry watching some of the film. I'm sorry. Charles Murray, I've had many arguments with Charles Murray. And I'm glad to see that he's come round. He's come a long way. But I saw none of bien in the film. I saw too much Americans. The Americans were dominating that film too much. I'm sorry. The movement for basic income started in Europe. And it goes back, and we've been looking for the roots of basic income. And last year was the 800th anniversary of the founding document of our democratic constitutions. That document was the Charter of the Forest. And what it did, it said that every man and every woman had a right to subsistence, a right to a home, a right to be able to work, a right to access raw materials. It goes back to the 1217 Charter. And you will see in Europe, including some great French thinkers, some great Belgians, some great Germans and Italians, those fundamental Enlightenment values that have driven the debate on basic income. These Americans have come late to the scene. And I promise you, the film, and I'm a passionate believer in basic income, and I like many of the aspects of the film, but I promise you it would be twice as effective if you reduce the American content by at least a half. Alors peut-être une réponse. Thank you very much. I actually did that in the short version. There's a 52 minutes version for Europe. No, but really, yeah, I can see your point and apologize for only using the bien experts, Philippe van Parijs, and for my studies. So they and your writings were the foundation for me as an economist and as a human being to really grasp this idea. And when I developed the film, I didn't want to do the same thing as my graduation thesis, where only bien people are quoted. So maybe I overshot in the opposite direction. That's my excuse for it, probably. And this is important for me. I think the US are very important in our world, have been important since World War II. And yes, I wanted to do a movie that is also for the American audience, for an international audience, so I had to make some compromises. On peut vous comprendre. Vous parlez de bien. Il faut rappeler que bien, c'est le Basic Income Earth Network dont vous êtes le vice-président. C'est juste Guy Standing. Le président. Excusez-moi, le président. Alors précisément, on va passer la parole à une Américaine, une Canadienne plus précisément. Je pense à vous, Evelyne Forget. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, il y a trop d'Américains dans ce film? Well, I can start by saying that I'm cut out of the 52-minute version, so what can I say? I thought one of the strengths, actually, of the film was that you managed to bring together so many disparate voices. And one of the things that often I feel left out of when we go to bien congresses is that the political context of North America is so very, very different than it is in Europe. And without any recognition of that, a good portion of the world falls away from supporting the concept. And while the basic income might look very different in North America than it will end up looking in Europe, I do think it's part of an international conversation, just as Namibia is, just as India is.
Oswald Sieg, vous qui êtes un des penseurs du revenu de base universel en Suisse, comment vous avez reçu ce film, où on parle d'ailleurs aussi de la Suisse, la Suisse qui effectivement est un des modèles à suivre. Oui, je voudrais aussi, tout d'abord, bonsoir, merci pour l'invitation. Je voudrais aussi apporter une petite note critique à l'égard Vous avez promis, de ce film. Il y aurait de la controverse. Parce que il est intéressant, mais il est peut-être aussi trop intéressant, dans ce sens qu'il énumère trop de thèmes, trop de questions autour du RBI. Je pense qu'il y a des choses qui manquent dans ce film. C'est surtout la question pourquoi ce RBI est nécessaire aujourd'hui dans notre monde du travail. Nous vivons toujours encore avec notre travail professionnel, avec notre travail salarié, dans une culture de l'esclavage. L'entrepreneur achète notre travail et nous vivons de son salaire qu'il nous donne pour que nous travaillions chez lui. Ça, c'est le moment fondamental du monde du travail qui nous interdit pratiquement de vivre librement, qu'on n'a pas de liberté de choisir le travail que nous voulons, parce que nous sommes pratiquement, je ne veux pas dire nous sommes les esclaves, mais nous sommes forcés de travailler pour vivre. Et la question qu'on a à plusieurs reprises vue et entendue dans ce film, qu'est-ce que vous feriez si vous auriez le RBI? C'est une question de luxe. Et ceux qui le posent, ils n'ont pas besoin du RBI. Alors, je trouve que c'est un peu la narration qui a manqué, le focus sur le monde du travail qui doit changer. Et encore une chose qui a manqué dans ce film, pourtant il était tellement grand, c'est le financement du RBI. Ça, c'est une question qui est très ouverte et je crois qu'on y revient. On va parler de tout ça. C'est d'ailleurs pour ça, si vous voulez, qu'il y a ce débat. Comme ça, on va compléter un petit peu ce qui manquerait, en tout cas, dans ce film. La grande question, et ça ressort très bien de votre film, dans le fond, c'est de se dire, est-ce que le revenu inconditionnel, c'est une utopie ou une réalité? Je vais vous raconter une toute petite anecdote. J'ai parlé hier à mon fils, il a 17 ans, je lui disais je vais voir un film sur le revenu de base inconditionnel, il ne savait pas ce que c'était, je lui ai raconté ce que c'était, il m'a dit mais c'est n'importe quoi. Si un jour ça existait, plus personne ne travaillerait, et puis si on instaurait ça en Suisse, tous les Français viendraient en Suisse, bien sûr, pour ce revenu de base. Donc enfin... Même si beaucoup de personnes sont convaincues de la nécessité du revenu de base, ça reste quand même encore pour beaucoup une utopie.
Evelyne Forget, vous qui avez travaillé notamment sur ces expériences qui ont eu lieu au Canada, est-ce que véritablement ce revenu de base, et c'est la question que je vous pose à tous, ça sera réalité un jour à large échelle dans un pays? Yes. C'est possible? Short answer, yes. I think that we very often look at the upfront costs of delivering this, and we don't recognize that what we're doing is investing in a different kind of a future that will pay us back, both in social terms and in monetary terms. When I reanalyzed that data, one of the things I discovered was that participants in the experiment reduced their hospitalization 8.5% relative to a matched control group. And if you think a little bit about how much every rich country is spending on healthcare costs, you realize that there are real returns there. You can extend that to virtually every social program we have, which is driven by poverty. Poverty is the determinant of determinants. If we address poverty up front, we're spending less on youth justice, we're spending less on criminal justice, we're spending less on child welfare. So I think there is a return. The first question you asked, though, is how do you pay for it up front? And I think that's one question where we have to take context into account. When I look at North America, for example, I see Canada and the US are two countries that are spending far less than the OECD mean in terms of tax revenue. So we've got a lot of room to raise taxes. On va revenir aussi sur la question du financement. Guy Standing, vous vouliez aussi réagir sur cette question fondamentale. Est-ce qu'un jour, ça viendra et ça pourra véritablement être instauré au niveau d'un pays? I think we're in a stage where basic income is being piloted, experimented around the world. I've had the great good fortune of designing 6 pilots altogether, including I was involved in the planning and design of the Namibia pilot. And we did the biggest pilot that's been conducted so far in India, where we provided thousands of men, women, and children with a basic income. It's the biggest pilot that's been conducted. And what we observed in the pilot was improvements in nutrition, especially among the children, improvements in health and healthcare, improvements in schooling, improvements in women's economic activity, an increase in work. Listen to that, an increase in the amount of work done, and an emancipation of people in those communities. And what was remarkable was that at the beginning of the pilot, Sonia Gandhi asked to see us. And she said, "You're wasting all this money because they will waste it on alcohol and tobacco." At the end of it, she asked us to come to her house to show the statistical results. We've been doing evaluations, control trials, randomized control trials. And why I'm mentioning this story now and answering your question is imagine how I felt on the 31st of January last year, when the Indian Minister of Finance went before Parliament in New Delhi, and he tabled a report alongside our book on the pilot, and he said, having a basic income for all of India is affordable. Because if we abolished the regressive subsidies, which count for 8 or 9% of total national income, total GDP, and use that money, we could pay every man, woman, and child a modest basic income. It's a political issue. It can be afforded. And in India, a country of 1.4 billion people, now there is a really active debate about how we move in that direction. And I think we're much closer to realizing it in somewhere like France
or somewhere like Italy, now the Movimento Cinque Stelle have just emerged, or with Podemos in Spain, than we have ever seen in my lifetime. So I think a national development is possible. Mhm. Benoît Hamon, vous me disiez aussi, juste avant le film, qu'il y avait vraiment un momentum qui était là pour pouvoir relancer cette idée. Vous me disiez, je vais relancer cette idée en France. Oui, d'abord, je serais ravi de rencontrer votre fils et celle qui lui a mis ces idées-là dans la tête. Bon, ensuite, sur la mise en œuvre du revenu... Alors, en France, on parlait de revenu universel d'existence, on parle à peu près tous de la même chose. Comment le faire et est-ce qu'il faut le faire de manière graduelle, du jour au lendemain? Toutes ces questions-là se sont posées. Moi, je me les suis posées très concrètement, à la fois dans 2 temps d'une élection, une élection primaire, où on en était resté à un principe, une idée, et une élection présidentielle, où il a fallu, confronter à la critique de l'idée même, rentrer dans les détails et essayer d'imaginer des scénarios. Et je pense qu'on s'est trompé, nous, d'ailleurs. On a fait une vraie erreur politique en proposant une version très édulcorée du revenu universel comme première étape. Comme quoi, il y en a qui ont suivi cette campagne, je vous remercie. Mais je veux dire une chose toute simple d'abord. En 1945, quand en France, on crée la sécurité sociale, on a un pays qui est ruiné. Sa main-d'œuvre revient ou du service du travail obligatoire ou des camps de prisonniers. Il y a sans doute le plan Marshall, mais objectivement, imaginez ou pensez qu'il fallait créer la sécurité sociale, c'est-à-dire les retraites et l'assurance maladie, et opérer un transfert de richesse qui était un transfert de richesse aussi important, il fallait quand même être sacrément audacieux à cette époque-là. L'audace qui est la nôtre aujourd'hui est-elle bien supérieure à celle de ceux qui ont fait la sécurité sociale dans mon pays en 1945? Pas du tout. Nous ne parlons là que d'un transfert de richesse. On a souvent assimilé le financement du revenu universel à une dette publique ou à un déficit public. Ce n'est pas de ça dont on parle. La question est, comment opère-t-on un transfert de richesse de façon à ce qu'il finance un revenu universel qui lui-même ira assez spontanément alimenter le fonctionnement de l'économie, comme ça a été d'ailleurs remarquablement expliqué dans le petit exemple namibien, démontrant qu'avec le revenu universel, les revenus que l'on tirait de l'activité complémentaire, en l'occurrence l'activité salariée classique ou celle d'un artisan, etc., ces revenus-là augmentaient aussi. Donc on voit qu'il y aura un impact du revenu universel qui évitera d'autres coûts à la société, donc tout ça peut se démontrer abondamment. Il faut donc faire ce choix politique-là. Alors ce n'est pas forcément un choix simple, parce que ça suppose évidemment une réforme fiscale, des prélèvements sur les transactions financières, sur le patrimoine, sur les actifs nets. Des multitudes de solutions existent, mais je n'en prendrai qu'une parmi beaucoup d'autres. Observez par exemple que dans l'Union européenne, depuis 2015, par une politique de création monétaire, la Banque centrale européenne injecte 2300 milliards d'euros dans l'économie européenne. 2300 milliards d'euros, même plus, je crois qu'on doit avoir dépassé cela. Ça s'appelle la politique de quantitative easing. Et donc, c'est de la création monétaire pure. À quoi sert cette création monétaire? À prêter de l'argent aux banques, qui sont censées ensuite les prêter aux entreprises, qui sont censées créer de leurs emplois et de la croissance. Bon, je vais aller très vite, mais ce n'était pas un résultat absolument bluffant, quoi, objectivement. Si cette politique de création monétaire pour une fraction, alors aller à la transition écologique, ça pourrait être une bonne idée aussi, mais comme certains l'ont imaginé, mais je ne mets ça que sur une hypothèse, sous la forme d'un chèque qui aurait été directement aux citoyens européens, d'ailleurs manifestant l'intérêt de la citoyenneté européenne dans un rapport direct à la construction européenne, on aurait pu imaginer une sorte de petit revenu universel d'existence au niveau européen et qui était financé directement par une politique de création monétaire. Donc les solutions, elles existent ou
par la fiscalité ou par des politiques de création monétaire, mais ça n'est pas, on a à dire où on met le curseur et les choix que l'on fait, mais rien n'est impossible dans le financement du revenu universel. Si on rentre dans le revenu universel par cette question-là, c'est qu'en fait, on n'en veut pas. Fondamentalement, et je le redis, et puis je m'arrête là parce que je ne veux pas être trop long, c'est la question du travail qui est posée, de notre rapport au travail. Et si nous rentrons dans une période où le travail se raréfie, et c'est une bonne nouvelle, la question qui nous est posée, c'est: se livre-t-on à une compétition féroce entre les individus pour se partager une denrée de plus en plus rare que serait le travail, et dans un rapport de subordination à des employeurs qui ont tout le pouvoir, ou change-t-on les règles du jeu en décorrélant la question du revenu du travail, et en reconnaissant aussi que le travail peut être hors de l'emploi? Sinon, on ne parlerait pas de travail domestique, sinon on ne parlerait pas d'équivalent temps plein quand on mesure le bénévolat, et on essaierait de réfléchir, pas simplement à la valeur monétaire du travail, mais aussi à sa valeur sociale, etc. etc. Donc je pense que c'est ça la grande question du revenu universel. On va revenir bien sûr... On va revenir au travail, à la raréfaction du travail, à la robotisation, mais restons encore sur ce revenu de base et sur comment le financer. Oswald Sig, précisément, vous avez travaillé sur cette question. Oui. Comment le financer? Surtout qu'en Suisse, excusez-moi, mais on avait parlé d'un revenu de base que certains avaient jugé un peu délirant. Hein. C'était 2500 francs par adulte à l'époque. Alors comment on finance tout ça? Par mois, par adulte et par mois. Pour les enfants, pour mon fils par exemple, ça aurait été 600 francs par mois. Alors, pour vous répondre, je vais vous raconter une petite histoire. Hein. Pas trop longue, hein? Pas trop longue. Pas trop long. Ça va alors. Pas aussi long que le film. Nous avions déposé sur la place fédérale, vous l'avez vu dans le film, un tas de 8 millions de 5 centimes. Alors, cette image a fait le tour du monde et quelques semaines après, un banquier privé de la Côte d'Or de Zurich, qui a vu ce spectacle au téléjournal, m'avait écrit une lettre. Il m'avait écrit: « Cher monsieur, même que je suis un banquier suisse et que j'adhère au Parti radical démocratique, que je suis lecteur abonné de la NZZ depuis 50 ans, et que j'ai fait mon service militaire comme bureau ordonnance dans l'artillerie canon lourd régiment 1-42, je suis pour le RBI et en plus, je pourrais vous montrer comment on le finance. » J'étais assez surpris de cette lettre. Alors, un beau jour de printemps 2014, ce monsieur, habillé d'une élégance rarissime, même pour Zurich, m'attendait au Hauptbahnhof. Avec une vitesse de 30 km à l'heure, on traversait dans une très grande Mercedes noire toute la City, et lui, au volant, me racontait toute sa vie et qu'il faudrait qu'on prenne des mesures radicales, synonyme de révolutionnaire, pour aller à l'encontre des innombrables excès sur la place financière suisse. Au bout d'une heure, on arrivait devant un bungalow dans la commune de Soumikon. Et quelques moments plus tard seulement, il m'avait dévoilé son secret, sa recette, son idée simple comme bonjour. Prenez la statistique de la Banque nationale suisse du trafic des paiements en 2012.
Le total annuel se monte à un chiffre de 95 millions, 95 378 milliards 709 millions de francs suisses. Si ce montant de à peu près 100 000 milliards de francs du trafic annuel des paiements dont les 93% proviennent de l'industrie financière serait soumis à un impôt minuscule, une microtaxe de, disons, 2 pour 1000, alors l'on pourrait abandonner d'un seul coup tous les impôts existants et payer le revenu de base inconditionné. Donc, ça serait, si je vous ai bien compris, une microtaxe sur les transactions bancaires. Non seulement sur les transactions bancaires, sur tous les paiements digitaux. Tous les paiements digitaux. Alors, Guy Standing, est-ce que c'est une bonne chose? I'd like to generalize from the points you've just been making. We are in Geneva. When I first came to Geneva in the 1970s, there was a tiny little organization down a little street that we used to laugh at because it was a funny name that sounded like a detergent company. And its director general was famous for having some dubious past. Let's leave it at that. Today, the biggest international bureaucracy in Geneva is that organization. It sounds like a detergent company. It's called WIPO. And WIPO in 1995, pushed by the Americans, introduced TRIPS, the trade-related aspects of intellectual property. And since TRIPS was passed in 1995, intellectual property rights have been globalized in an unprecedented way. I've just written a book called The Corruption of Capitalism. And why I'm mentioning this is this, that we are now ruled by a corrupted system of patents and copyright, industrial designs, brands, which give the multinational corporations guaranteed monopoly rents for 20 years in the case of patents, or pharmaceuticals 40 years, copyright for the whole of people's lives. And you can do calculations to show that the income going to these patents and copyright and industrial designs has multiplied tenfold since 1995 and accounts for over 20% of global income. If you had a levy, not only on transactions, financial transactions and Tobin tax type of thing, but if you had a levy on intellectual properties, which give monopoly pricing and monopoly rents to big corporations and the plutocrats, then we could easily pay for a modest basic income for every single citizen in our societies. It is a matter of politics because that rental income has no moral or economic justification. It's disgraceful. But it starts in Geneva, of all places. So we have to have some residual responsibility by being here. Thank you very much. J'ai parlé tout à l'heure du montant, effectivement, qui avait été articulé en 2016 lors de la campagne de votation. Certains ont parlé ici du mouvement 5 étoiles en Italie, qui effectivement a également proposé une sorte de revenu de base. Eux parlent de 800 € par mois. Berlusconi a renchéri. Il a évoqué le chiffre de 1000 € par mois. Quand on parle du revenu de base du côté de la France, Benoît Hamon, ça ressemblerait à quoi?
Il faut faire attention à ce qui se raconte sur le revenu de base. Parce que si le revenu de base, c'est un revenu minimum, mais qui est conditionné au fait que l'on soit pauvre, c'est-à-dire qu'il faille le solliciter parce qu'on n'a rien d'autre, on n'est pas dans le revenu universel d'existence. Donc moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'idée de Berlusconi, mais j'imagine peu qu'il construise, en tout cas rapidement, une solution qui soit un revenu universel avec 1 000 euros par mois et par Italien, ou alors c'est une grande nouvelle, mais je pense qu'il pense plutôt à un revenu minimum, ce qui n'est pas, qui n'est pas exactement la même chose. D'ailleurs, au passage, c'était très intéressant dans le film. Je trouve qu'il y a, non pas une réhabilitation, mais on a le souvenir d'un Lyndon Johnson associé au Vietnam et qui laisse un mauvais souvenir aux individus. On oublie que c'est vrai que ça a été un grand président américain sur les questions sociales, Lyndon Johnson, et que c'était très intéressant ce passage sur la Chambre des représentants et le blocage du Sénat. Pour que le revenu universel soit utile, il faut pour commencer qu'il éradique la pauvreté. Donc pour que le niveau minimum du revenu universel, en tout cas la cible qu'il faut atteindre, c'est évidemment le situer au moins au niveau du seuil de pauvreté. Sinon, en fait, dans les faits, on rate pour partie la cible. Même si, je le rappelle, que le revenu universel vient en complément d'autres types d'allocations qui peuvent toujours exister. Le but du revenu universel, en tout cas tel que nous le concevions en France, ça n'est pas de remettre en cause, comme ça peut être défendu par les libertariens par exemple, l'ensemble des dispositifs de l'État-providence ou de la sécurité sociale. Je prends un exemple. Quand nous avions, j'évoquais ce que nous avons raté, nous en France, pour dire très précisément ce que nous aurions dû faire et que nous n'avons pas fait, nous avons eu le choix, on s'est dit, il faut une première étape au revenu universel. Est-ce que la première étape, c'est d'assurer le revenu universel à tous les 18-25 ans pour commencer de manière inconditionnelle, et comme ils vieilliront avec le revenu universel, et progressivement, on l'étend donc aux générations plus vieilles, plus anciennes, ou est-ce qu'on fait une mesure qui est une mesure de pouvoir d'achat pour tous, mais qui crée un revenu universel dégressif? Mauvaise pioche, on a voulu avoir une mesure générale qui est devenue totalement incomprise, et qu'on a perdu la valeur ajoutée de l'idée, le revenu universel comme utopie, et personne n'a compris exactement combien il allait gagner. Résultat, on s'est complètement planté, pour faire simple, sur cette question-là. Mais moi, je crois aujourd'hui, par exemple, que le revenu universel, tel que nous l'aurions mis en œuvre, venait en plus des bourses. L'intérêt de l'accorder aux jeunes aujourd'hui, c'est qu'il libère des centaines de milliers d'emplois étudiants, d'étudiants obligés de travailler aujourd'hui pour se payer leurs études et qui, avec un revenu universel, se consacreraient uniquement à leurs études. Et je rappelle que le bénéfice immédiat, il est simple, c'est que quand on voit la différence de réussite aux examens, quelqu'un qui travaille pour se payer ses études a des résultats qui sont moins bons que celui qui n'est pas obligé de travailler pour se payer ses études. Donc là aussi, ça remettait de l'égalité. Et vous articulez un chiffre? La cible, c'est 800. Je redis, la cible, c'est le seuil de pauvreté en France, c'est 800 euros. Nous, on avait parlé de 600, puis 750. La réalité, c'est que s'il faut arriver à une cible, c'est à minima le seuil de pauvreté, donc 800 euros. Evelyne Forget, on l'entend dans le film, cette expérience qui a été faite au Manitoba, je crois que c'était un montant à l'époque de 5 800 $ canadiens par année, ce qui correspond à peu près aujourd'hui à 22 000 $ canadiens. C'est juste? About $22,000, yeah. It was set at a level slightly above the existing income assistance program at the time. So that's how they scaled it. It was designed to bring people up to just below the poverty threshold on the argument that they were receiving other benefits as well. Et est-ce qu'il y a des nouvelles expériences qui vont être faites au Canada? Je crois qu'il y en a dans l'Ontario. Ontario has just begun a program this April, very much modeled on the Mincome project from the 1970s. They've got 3 different sites ongoing and a 4th site still under construction. It's being negotiated with First Nations, with Indigenous Canadians. They're trying to replicate the whole town idea of Dauphin, the saturation site, and they're also doing a randomized controlled trial at the same time.
the benefit level there is set substantially above existing income assistance. They're focusing on people aged 18 through 64, and the level is essentially set at the level of seniors' pensions. Très bien. Dernière question que j'aimerais vous poser. On a beaucoup parlé effectivement de découpler le travail et le salaire, parce que notamment, vous le savez, le travail se raréfie. Donc la question, c'est dans le fond de savoir, est-ce qu'il y a un autre choix que de trouver ce revenu de base universel? Guy Standing, j'ai envie de vous poser cette question. Vous me disiez, vous aussi, en France, apparemment, l'idée pourrait faire son chemin. En Angleterre, est-ce que cette idée-là aussi fait son chemin? I think this gets to the heart of the subject in one sense. Every age throughout history has had its stupidity about what is work and what is not work. Our age is the most stupid in the whole of history. Only labor gets counted as work. So if I look after your elderly mother and you pay me, it counts as work. If I look after my own elderly mother, it doesn't count as work. This is sexist and ridiculous. At the moment, it's our existing social security system which discourages work in both senses. Because if you give income support only if they are poor, that means if you just improve your condition, you lose benefits. And this is called a poverty trap. And in most European countries, the poverty trap means that going from relying on some mean benefits into a low-wage job, you are effectively paying an 80% marginal tax rate. That acts as a disincentive to work. 80%. If the middle classes had to pay 80% marginal tax rates, they'd be revolting in the streets. It's 85% in Germany and Austria, incidentally. Now, what we need to do is encourage work, like care work, community work, development work, ecological work, rather than resource-depleting labor. So it isn't a matter of distancing the connection between income and work. It would actually improve the connection, because you'd remove the poverty trap if you had a basic income. And you would encourage people to be doing more work that's ecological and caring and part of our community life. In this book, I've summarized all the pilots, all the evidence around the world, and without any doubt in my mind, if you have a basic income, you increase the amount of work people do. It's not a breaking of the link. It's actually enabling people to do more work of use value, of caring, of ecological value. And we must alter the rhetoric and the way we think about work if we're going to make progress in this direction. Mm-hmm. Thank you very much. Benoît Hamon, vous parliez aussi tout à l'heure de la nécessité de trouver de nouvelles formes, de nouvelles ressources en raison de la raréfaction du travail, en raison aussi de la robotisation. Vous pensez, vous, que ça sera nécessaire, obligatoire, effectivement, d'avoir ce revenu de base en raison de l'évolution de la société? Je crois que oui. Sur la raréfaction du travail, bon, moi je formule pas une hypothèse certaine. Hein. On a que, en tout cas, il y a des travaux nombreux maintenant, universitaires, académiques, qui anticipent que la révolution numérique va avoir des conséquences, à tout le moins, sur le travail, le transformer, et probablement, dans certains secteurs, détruire des millions d'emplois. La question c'est,
la fameuse équation de Schumpeter va-t-elle fonctionner encore? C'est créera-t-on, avec l'innovation technologique, plus d'emplois que nous n'en détruirons? Jusqu'ici, tout le monde pensait que cela fonctionnait. Maintenant, il y a un vrai point d'interrogation. Je lisais un excellent article sur le résultat d'une étude de Bank of London qui estimait que dans l'économie maritime, le fait que désormais on ait des ports automatisés où les conteneurs sont posés sur des porte-containers uniquement avec des machines et avec aucun homme, que nous avons désormais des bateaux qui sont capables d'aller d'un port à un autre sans marin et qui seront donc déchargés par d'autres automates. Dans les faits, Bank of London anticipait dans les années à venir la suppression de 19 millions d'emplois dans l'économie maritime. Alors, ces dockers d'hier, ces marins d'hier auront-ils trouvé à se reformer et à travailler ailleurs? Ce qui est intéressant, et je m'arrête sur ce point, c'est je ne vois aucun hasard au fait que viennent de la Silicon Valley les voix d'entrepreneurs qui, parce qu'ils pilotent aujourd'hui les principales recherches en matière d'intelligence artificielle, montent aussi des voix qui disent aujourd'hui, nous pensons que le revenu universel est indispensable parce que nous pensons que les applications de nos recherches demain détruiront plus d'emplois qu'elles n'en créent. Quand Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, qui sont quand même pas de dangereux gauchistes, disent cela, moi j'ai quand même envie d'écouter ce qu'ils anticipent. Et il est incontestable aujourd'hui, prenons que le secteur de la grande distribution et du commerce, ce secteur va être profondément bouleversé par la révolution numérique. Alors on peut être heureux demain d'avoir libéré des femmes qui travaillaient, parce que ce sont souvent des travaux féminins qui sont les travaux les plus pénibles, de tâches peu épanouissantes que sont celles des tâches d'hôtesse de caisse. Mais la question c'est, que deviennent-elles? L'entreprise qui hier finançait les retraites en payant des cotisations en fonction du nombre de salariés, si des machines remplacent des salariés, elles ne payent ni les salaires, ni les cotisations pour les retraites. Donc comment finance-t-on nos systèmes de retraite et comment paye-t-on les retraites? Toutes ces questions sont posées par la révolution numérique et elles appellent à mes yeux effectivement le fait que nous mettions en œuvre le revenu universel. Merci. Alors, je vais vous proposer de passer aux questions de la salle. On a une petite demi-heure devant nous, jusque vers 11h30. Je vais vous demander peut-être de vous présenter, d'être bref dans vos questions. Et je vois une main qui se lève. On va vous passer un micro, normalement. Il y a le monsieur qui s'appelle Yves Maga, qui est mon collègue de la radio-télévision suisse. Et on va passer à d'autres questions, cher monsieur de la salle. Merci Esther. Il y a un risque d'effet pervers qui a été très bien illustré par le couple qu'on voit au début du film en Alaska, lorsque la femme dit « Grâce à ce revenu que je touche de l'État, je mets de l'argent de côté pour payer les études ultérieures de mes enfants. » C'est un peu l'exemple parfait de la définition de l'État qui, au lieu de fournir une éducation de qualité gratuite, préfère donner quelques miettes à des individus qui disent « Merci patron pour votre charité ». C'est un petit peu le rêve pervers parfait des libertariens qui veulent priver l'État, la communauté, la collectivité de ses moyens pour le distribuer à l'individu. Voilà un petit peu pour animer le débat, Esther, pour qu'il n'y ait pas que des gens du même avis. Qui veut répondre à ça? Benoît Hamon? Oui, mais si vous voulez, c'est le rêve de Gaspard Koenig en France, qui est libertarien, qui plaide pour un revenu universel qui remplace le rôle de l'État-providence, la sécurité sociale, c'est revenu universel pour solde de tout compte. Soignez-vous, habillez-vous, et point final. Effectivement, ce projet-là n'est pas de la même inspiration philosophique et politique que ceux qui pensent aujourd'hui que le revenu universel, c'est un moyen de redonner de l'autonomie à l'individu. Fondamentalement, la question, c'est celle de la liberté. Il n'y a pas de liberté pour quelqu'un qui n'est pas maître des décisions qui concernent sa vie. Le revenu universel vous redonne la capacité à décider, quand vous êtes une aide-soignante et que vous travaillez en maison de retraite, que vous êtes payé 1 200 € par mois et que votre travail est dur, il vous donne, le revenu universel, la possibilité de réduire votre temps de travail. Il vous donne un moyen de pression sur votre employeur qui peut contribuer à améliorer votre condition de travail. Et c'est en cela que le projet
en tout cas quand il est d'inspiration de gauche et progressiste, est de nature radicalement différente du projet des libertariens. D'autres mains qui se lèvent. Voilà, il y a une dame. Je vais... Oui, bonjour, Elvite Alvarez. Moi, j'ai une question toute simple. Je voudrais vous entendre sur le cas finlandais, notamment par rapport à la question de la raréfaction du travail et le fait que ce soit principalement des chômeurs qui testent le revenu universel. Donc moi, j'ai une lecture qui est assez partielle de ce cas-là. Donc je pense que ça peut aussi montrer l'intérêt et, je dirais, l'illustration de ce que vous énonciez tout à l'heure, Monsieur Hamon, sur le transfert de charges ou de charges publiques. Alors sur le cas finlandais, je ne sais pas, Guy Standing voulait répondre. Yes, before I come to the Finland place, I'd like to respond to the libertarian issue. I think those of us who support basic income have to be very worried about the libertarian conversion towards basic income. Friends of mine on the left are getting very angry because they say, see, you are encouraging the libertarians. And they want to dismantle the social state. We don't want to dismantle the social state. But I think the intelligent person on the left has to say, look, there's one thing about Republican freedom, the freedom to avoid domination by unaccountable others. That's a Republican freedom tradition. And the second thing is we need a social state to help the disabled, to help us be social solidarity, have strengthened social solidarity, to be able to have voice and oppose oppression and all of the forms of exploitation. So I'm not particularly worried about the libertarians because I think we can defeat them because they make no sense. But I do think it's a dangerous alliance we're seeing. On the Finland argument, I've been asked to be an advisor on the Finland pilot as of last year, and I've urged them to do a community experiment. What they've done is they've given 2,000 unemployed a sort of basic income, and what they're doing is testing moving away from conditionality. I think that's a useful test, because if it shows that you don't need to tell the unemployed to do this, that, or the other, because they want to improve their lives anyhow, that's good, because that's moving in the direction of what we want. But I don't like the design of their experiment because it's individual random sample, not a community. So if I know you're getting the basic income and I live next door and I'm not, I may knock on your door and say, can I have some of that? You aren't strengthening the community. Whereas the essence of basic income is that it strengthens the whole community. That's what we saw in our Indian experiments, the Namibian experiment. The community effects are fantastic. And that's a vital part of it. And with the Finland experiment, you don't get that. Madame. Bonjour, Chloé Framery, je suis candidate au Grand Conseil sur la liste égalité et équité. Je suis aussi prof de maths et actionnaire de la Banque nationale suisse. Et j'aimerais vous entendre, en particulier Esther Mamar-Bachi, je vais y arriver, sur le financement, sur les options que je vais vous présenter pour financer le RBI. Il y a deux choses qu'il faut savoir que peut-être la salle ne sait pas, c'est que la BNS, la Banque nationale suisse, est censée reverser 2/3 de ses bénéfices au canton à la fin de l'année. Et notamment, l'année dernière, on a eu un bénéfice de à peu près 22 milliards. Il y a 1 milliard seulement qui a été reversé au canton. Cette année, il y a 54 milliards de bénéfices. Alors, on attend 40 milliards qui devraient arriver. Mais ça ne sera pas le cas, hein. Je vous le dis tout de suite. Il y a ça. Et puis, il y a l'initiative Monnaie Pleine qui va être votée le 10 juin prochain, qui prévoit de reverser sans dette, de l'argent sans dette, donc c'est quand même une innovation immense, aux cantons ou aux communes ou aux citoyens.
Et ça, c'est peut-être bien d'en parler, c'est peut-être le moment d'en parler, parce que cette initiative, elle est juste là, dans 2 mois, 3 mois. Ouais. Voilà. Donc, On va pas parler de la monnaie pleine ce soir, chère madame. Mais c'était quoi votre question? C'était savoir si cette option vous parle, vous convient, enfin, vous paraît être une option crédible et intéressante. Que la BNS utilise ses bénéfices pour financer le revenu de base? Par exemple, et que la création monétaire serve aussi à financer ce revenu de base. Oswald Sig. Oui, c'est certainement une alternative à notre initiative microtaxe sur le trafic des paiements, mais je la trouve pas assez rémunérante. C'est-à-dire, il y a pas assez, de cette façon, vous n'aurez pas assez d'argent pour le RBI. Le RBI, pour moi, c'est l'œuvre sociale du futur, de l'avenir. Un peu dans la tradition suisse de l'AVS, mais évidemment comme œuvre sociale beaucoup plus large. Pour autant qu'il soit financé par l'argent des riches, si vous voulez. Si on le paye par une microtaxe sur le trafic des paiements, on le paye à travers l'industrie financière, parce que 95% des paiements en Suisse sont causés par les banques, par l'industrie financière, par le casino des finances. Alors, on prend l'argent là où il travaille. Hein? Et c'est pour ça que je trouve la microtaxe, c'est pratiquement pour moi la bonne réponse au financement du RBI. Alors, un jeune homme, vous avez une question? Does it work now? Yeah. Okay. My question goes also in the direction of how to finance this, and it approaches a problem which I consider almost prohibitive to the whole debate that we're having tonight. And I think this is the question of international tax competition, of international capital mobility. So if we recall, for example, the popular votes that we had in the last, 10 years or so in Switzerland, when we talked about en douze, for example, we were not talking about, is this a good idea? Would it be a fairer society? Would it be better if the salaries would be more equal? But it's always the question if companies would move away. So we have this problem of how to actually impose taxes. When we think about the WIPO, the WIPO, for example, intellectual property, how to tax intellectual property, of course, it would be absolutely the solution, especially when we think of maybe an economy, a digital economy, in 30 years, a way bigger part of GDP will be earned by robots or by intellectual property, and not by workers anymore. So the question is really, do you see a potential in international cooperation between states to actually address this problem of how to overcome this problem of tax competition in order to provide the foundations to actually finance such a universal basic income? Because I think this is the biggest central issue that we have to address if we really think about how to finance this one day. Thank you. He's standing. Yeah, it's a very good question. The subtitle of my book is How We Can Make It Happen, how we can make a basic income happen. And the way I think we're going to win on this issue is reframing it in terms of a social dividend from the collective wealth of our society. The example of Alaska and the permanent fund, which is now being ruined by a Republican governor, by the way, the idea was to create a sovereign wealth fund. A much better model than the Alaska in terms of capturing rental income is the Norwegian pension fund. It's a fantastic fund.
so that technically every Norwegian today is a millionaire. And I always advise students that they should look out for a Norwegian of the opposite gender as a potential partner, because their fund is very successful. But you can have sovereign wealth funds created with levies on intellectual property. You can have a sovereign wealth fund in which you switch the incredible subsidies that we give to the wealthy and to corporations that are regressive, that are unjustifiable from an economic point of view. I've recently done a calculation, which I mentioned in here, of UK tax reliefs. That means foregone revenue. Foregone revenue. It comes to over £400 billion per year. If you put half of that into the fund, you would be able to pay for it. So I think we're going to have to think about capital sharing. I've developed the argument at greater length than now. I can see the chair want me to stop, but I think we have to move in that direction. Alors, on va encore passer la parole à monsieur devant. Et puis, je ne sais pas s'il y a un deuxième micro pour les personnes qui sont derrière, qui lèvent la main depuis un petit moment. Monsieur, votre question. Merci. Mon nom est Philippe Noël. J'aimerais poser la question plus politique de savoir comment peut-on faire progresser la réalisation pratique d'un revenu universel de base, inconditionnel, etc. Les terminologies peuvent être un peu variables. Comment faire avancer dans les différents pays? Évidemment, je pense entre autres à la France et à Benoît Hamon, mais plus généralement, quels sont les moyens de faire entrer dans les réalités politiques de demain cet objectif qui est absolument nécessaire à terme, on le sent bien. Benoît Hamon, je crois que vous êtes interpellé. Oui, mais ça me permet de répondre à la question précédente qui était très intéressante. On a systématiquement cet argument quand on évoque par exemple la mise à contribution de la richesse quand elle est créée par des machines et pas des hommes. Moi j'avais parlé d'une taxe sur les robots, alors évidemment c'est pas de courir après R2D2 puisqu'on évoquait Star Wars tout à l'heure et d'imposer une taxe sur R2D2, le pauvre. C'est la question se pose tout simplement dans une entreprise qui fait 10 millions de chiffre d'affaires. Si du jour au lendemain, elle fait le même chiffre d'affaires avec 2 fois moins de salariés, la question est-il justifié que cette entreprise paye 2 fois moins de cotisations sociales pour financer la solidarité? À mes yeux, non. Donc il faut imaginer que demain, quand on organise des prélèvements sur la valeur ajoutée, ça puisse intégrer évidemment cette valeur ajoutée, quelle que soit son origine, le travail humain ou l'action des machines. Et on a effectivement l'argument qui est celui de la fuite des capitaux, la délocalisation des sièges sociaux, etc. Utilisé par toujours les mêmes, la presse économique, celle qui est très liée au grand groupe du CAC 40. Mais j'observe que dans l'Union européenne, on vit déjà avec des écarts en termes de prélèvements obligatoires considérables entre pays. Il y avait des écarts incroyables entre des pays nordiques et des pays comme l'Irlande ou des pays ou d'autres pays de l'Union européenne. Ça n'a pas pour autant entraîné la disparition de l'activité économique, pourtant dans un marché unique dans lequel il y a une totale liberté de circulation des capitaux, des biens, des marchandises. Donc on a déjà des écarts en termes de niveau de prélèvement obligatoire considérables dans l'Europe, qui devrait justifier, selon ce raisonnement, que là où les prélèvements sont les plus élevés, et notamment les prélèvements sur les entreprises, tout le monde s'en aille, et les entreprises ne s'en vont pas. D'abord parce qu'il y a des entreprises qui ne partiront jamais. Il y a pour la bonne et simple raison, c'est que leur activité se fait, elles vendent là où elles produisent. Donc, je pense que sur ces questions-là, il faut être extrêmement prudent, parce que je crois que c'est un argument d'autorité qui se vérifie, finalement, qui se conteste assez facilement. Et puis après, je vais vous dire les choses. Moi, je pense qu'il y a 2 idées qui sont en train de faire leur chemin parallèlement dans tous les pays au monde. La première idée, qu'on soit un pays pauvre ou un pays riche, c'est celle de la lutte contre le réchauffement climatique. Tout le monde est en train de percevoir qu'il faut qu'on change notre modèle de développement, parce que si on fonde la prospérité de nos sociétés sur une croissance exponentielle infinie dans un monde fini, on arrivera très vite et on y arrive à un mur. Donc cette idée-là progresse. Mais l'autre idée qui progresse, me semble-t-il, c'est qu'il
ce qui est insoutenable, ça n'est pas simplement le fait aujourd'hui de faire grossir la dette écologique quand on est seulement obsédé par la dette financière, et que la dette la plus importante, c'est la dette écologique, et qu'il faudrait quand même l'avoir en tête. Il n'y a pas que cette idée qui progresse, c'est le fait que notre modèle est devenu socialement insoutenable. Ce qui était évoqué avec Walmart et ce qui s'est passé avec Reagan, avec l'explosion des riches et le travail remarquable de Piketty et 16, mais nous, on a un petit Reagan aujourd'hui en France. Il est plus joli, mais il fait exactement la même politique. Alors, non mais, objectivement, c'est ce qui se passe. Et avec une théorie qui veut que, parce que j'enrichis les plus riches, vous finirez bien par gober quelques gouttes en bas et vous serez bien heureux d'avoir gobé quelques gouttes, cette fameuse théorie du ruissellement. Mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est ce développement d'inégalités insoutenables qui rend de plus en plus, fort la question du revenu universel. Moi, ce qui me frappe, c'est l'accélération à travers laquelle cette idée du revenu universel aujourd'hui est en train d'éclore un peu partout dans le monde. Sanders n'était pas fan du revenu universel. Il y travaille aujourd'hui. Je le dis parce que pour avoir travaillé avec ses équipes, partout dans les mouvements de gauche en Europe, ces questions-là sont en train de monter et l'idée du revenu universel se développe. Donc moi, je crois qu'il y a là une idée qui se partage de plus en plus et j'y vois un signe, en tout cas, d'optimisme. Monsieur, votre question? Oui, bonjour. J'ai deux questions, je vais essayer de faire assez vite. Premièrement, c'est une question qui est revenue souvent, étant donné que le revenu partirait beaucoup vers la consommation, étant donné que c'est vers les plus pauvres qu'il est destiné d'aller. Quelle influence ça aurait sur l'inflation, d'un premier temps? Et ensuite, si c'est un projet qui apparaît si nécessaire, censé, inévitable, comment ça arrivera, pour rejoindre un peu la question de monsieur avant? Et faut-il attendre du coup une éternelle révolution dans le cadre où les élites n'ont pas intérêt à voir leur pouvoir disparaître et ont les instruments nécessaires à la création du consentement dans ce cas-là? Merci. Alors, une question sur l'inflation. Je ne sais pas qui veut répondre. Oui, je vous en prie. Brièvement, peut-être, comme ça on va encore passer à une ou deux questions. The inflation argument is one of the most common claims thrown. I have a chapter which I talk about the 17 objections that are made, and it's number 13 or something. If you think about it, it's bad economics. What we're talking about is switching expenditure, stopping subsidies going to the wealthy and using that money to be giving a basic income. So you're switching it. You're not totally enlarging it. But also it's bad economics because it forgets the supply side. In our pilots in India, I remember that objection to start with. Remember, we were putting basic income into those communities. And after 2 years, prices were down. And the reason prices were down is that the producers of food and basic services knew they had demand out there, that people could buy their products. So they invested in seeds, in fertilizers, in machines, and produced more. So they made more money, but the prices went down. It's basic economics. And it's a prejudice to say that a basic income would cause inflation. And the evidence from various parts of the world shows that that's normal. It results in an equilibrium. And if you think about quantitative easing, which was mentioned, why didn't we have hyperinflation when they were pumping all that money into the banks? Basic income for bankers. I nearly said something else, sorry. But it's the same. If they can afford to pay out a basic income to the bankers, why don't they pay it out to the ordinary citizens? Alors, on va prendre une dernière question, madame, dans le fond. May I add something to the Yeah, elites? sorry. The second part of the question was that the elites are opposing basic income and the policy change, which is not true nowadays. We have a time window now. Silicon Valley billionaires were mentioned before. Almost everybody of them is now for basic income of some sort.
but they're activists now. Mark Zuckerberg last year at his Harvard commencement speech suggested to implement a basic income policy, and to the question who's going to pay for it, he responded, yeah, of course, I have to pay for it. The rich, we have to pay for it. And all you Harvard students who are going to earn a lot of money probably one day, you have to pay for it. So we have allies now for the next 5 to 10 years, I guess, which is also dangerous, of course, because it came up during the discussion now that some of the wealthier libertarians probably, and they want to get rid of the welfare state and want to implement maybe a very low basic income instead. But nevertheless, it's a huge chance that we as basic income grassroots movements around the world have these wealthy allies, the most important people in the world nowadays. Everybody looks to Silicon Valley. Every politician, every policymaker looks up more or less to what's happening there. So we should use this time window in the next 5 to 10 years and oppose our elites with this. And I think there's always this basic income is always told as a utopia. It's not a utopia, it's the first necessary step towards the utopia, which for me is something like in Star Trek, more or less, without any money, with replicators producing everything we need. And we're really on a good way, I think. Thank you. Madame, la dernière question est à vous. And I'd also like to thank the panel and the filmmaker, because I found both the panel and the film really inspiring, and I really hope to see UBI in my lifetime. But another thing I really believe in is a more open world in terms of migration. And I was wondering what you think the effects might be of UBI on migration, because not all countries are going to have it at the same time. And what will this do to our vision of, well, Europe's vision, I guess, as well, of open borders? Evelyne Forget, peut-être, do you want to answer? Est-ce que vous voulez répondre à cette question? C'est une vraie question. Est-ce qu'on peut faire le revenu uniquement dans un pays ou au niveau d'un continent? I'm probably the worst person to answer that question, because it never arises in a North American context, at least in a Canadian context. We've got lots of big oceans around us. So I think I'll pass this along. Maybe a short one for me. I think now the World Bank and the International Monetary Fund, they changed their politics, at least the economists there. And they suggest to implement basic income schemes, they call it cash transfer policies in developing countries. So this would be actually very cheap, because like in Kenya, you only need $20 per month as a basic income to be effective and to lift people out of poverty. And it would also reduce the pressure to those people to leave their homes for economic reasons. So we wouldn't see that much economic migrations from developing countries to the West, probably, if a very cheap basic income would be put into place first in those countries. So it doesn't have to be the same level all around the world at first. Vous vouliez rajouter quelque chose, Monsieur Hamon? Non, mais déjà, les écarts sont tels que, pardon, mais pour ceux qui vivent dans la misère économique en Afrique, c'est vrai que l'Europe apparaît déjà comme un Eldorado, qu'on y rajoute le revenu universel ou pas, ça ne change pas fondamentalement la perception qu'on peut avoir quand on vit dans la misère de l'Eldorado européen, qui n'en est pas tant que ça, quand on commence à y mettre les pieds et qu'on découvre les conditions dans lesquelles on est accueilli, notamment dans les pays de l'Union européenne aujourd'hui, et pour commencer en Grèce et en Italie, qui supportent l'essentiel de la charge de l'accueil des migrants, puisque les Européens, dans leur grand courage, ont décidé d'un règlement, qui c'est le règlement de Dublin, qui prévoit que, par ailleurs, les demandeurs d'asile ne peuvent former leur demande que dans le pays par lequel ils entrent. Donc forcément, souvent, l'Italie et la Grèce, merci pour eux. Donc moi, je pense que ça ne changerait pas. Je ne crois pas du tout à cette théorie de l'appel d'air. J'y crois pas. Je pense que c'est assez, finalement, assez marginal. Et après, de toute façon, il y a évidemment des conditions de résidence au point de départ qui supposent qu'on ait une personne avec un titre de séjour pour pouvoir bénéficier.
national ou étranger du revenu universel. En tout cas, dans le projet français, évidemment, le revenu universel s'adressait aux Français et aux étrangers résidant sur le territoire avec un titre de séjour. Très bien, merci beaucoup. Je vous propose d'applaudir les invités de ce soir et le réalisateur Christian Todd. Merci à vous tous. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée à vous tous, excellent week-end. Et vive le festival!